Bonjour et bienvenue sur Gameplon pour cette nouvelle vidéo. Alors on va parler cette fois-ci de jeux de rôle et nous allons parler d'Hawkmoon, un jeu de rôle édité par le département des sombres projets. Alors qu'est-ce que Hawkmoon? Alors Hawkmoon, il faut remonter en milieu des années 60, 1967 plus précisément. C'est l'écrivain Michael Moorcock qui couche sur le papier un cycle qui va durer pendant une dizaine d'années, mettant en scène un héros qui s'appelle Dorian Hawkmoon, qui est le duc de Colne. Alors ce héros est plongé au sein d'un univers cauchemardesque, un univers post-apocalyptique qui retournait à une période médiévale qui s'appelle l'Europe du tragique millénaire. Alors que fait Dorian Hawkmoon? Dorian Hawkmoon est le duc de Colne. Les Grands Bretons, ce sont ce peuple maléfique venu d'une île au-delà des mers qui a commencé à occuper l'Europe, et c'est un peu plus cruel. Les guerriers sont équipés de masques affichant des totems animaux et agissent en tels, par exemple les loups agissent comme des loups, etc. Enfin, ils copient leur comportement sur celui des animaux dans lequel ils affichent les masques, ravagent l'Europe, prennent le contrôle de nombreux pays. Le duc de Colne fait partie des pays, appartient au pays qui est colonisé, ravagé, massacré, et il entre petit à petit dans la résistance. Et en fait, son histoire, c'est l'histoire du fameux champion éternel que l'on retrouve dans nombreux romans de Michael Moorcock, comme le plus connu peut-être, qui est peut-être Elric de Ménibonnet, mais il y a aussi Oswald Bastable, Eric Cosé, Jerry Cornelius, et j'en passe. Donc c'est toujours cet univers complètement à la fois un peu psychédélique, puisqu'on est dans les années 60, qui a été repris, enfin son succès est dû essentiellement à la sortie en presse pocket, parce que la sortie était beaucoup plus tardive en France. Dans les années 80, la série, enfin 7 tomes, arrive sur le marché français par l'intermédiaire de presse pocket fiction, et là c'est le succès. Donc c'est beaucoup plus tardif par exemple qu'Elric, qui est arrivé bien plus tôt grâce à par exemple les éditions Néo, etc. Là ça arrive plus tard, mais le succès est au rendez-vous, et pas mal de produits dérivés comme des comics, etc. sortent. Et bien évidemment le jeu de rôle, le premier à le faire, c'est Chaosium, qui reprend le système de RunQuest en simplifié, un peu comme il avait pour Stormbringer, qui reprend le système de RunQuest pour faire un jeu de rôle qui s'appelle Hawkmoon, qui est édité 2 ans plus tard par Oriflamme. La gamme a du succès. En 96, il sort une deuxième édition avec la célèbre couverture d'Hubert de Lartigue. Et puis après, c'est un petit peu avec la chute d'Oriflamme, le produit atterrit dans les mains de Mongoose, la maison d'édition britannique, qui nous offre fin 2000, en 2009 je crois, nous offre une nouvelle version basée sur RunQuest 4 d'Hawkmoon, mais qui est nettement moins réussi. De toute façon, il n'y a pas grand chose qui est sorti à part le livre de base, parce que faut le dire, traduite assez mal, et mis à part la couverture, dotée d'illustrations assez hideuses, faut le dire, quoi. Donc depuis 2009, il n'y avait plus rien. Et le département des sombres projets, qui avait déjà repris le mythe de Moorcock, d'Elric de Ménibonnet à son compte, avec Mournblade, a décidé de ressortir Hawkmoon, mais à la façon département des sombres projets. Donc, on va faire un petit feuilletage express. J'ai fait un article plus détaillé sur le site, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Guerre et Plomb si vous voulez avoir plus de détails sur le conclusion. Nous, on va faire juste un feuilletage express qui va quand même vous permettre de voir qu'il y a énormément de différences entre les 3 premières éditions et celle-ci, pas seulement par la mécanique de jeu, mais aussi par l'approche qui est nettement plus dark, nettement plus sombre et beaucoup moins psychédélique et épique que les précédentes. Alors à tout de suite pour un feuilletage express d'Hawkmoon. On se retrouve donc devant Hawkmoon, le livre de base. Alors on peut voir de suite la différence par rapport aux anciennes éditions, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que ici vous voyez que ce grand connétable de l'ordre du loup, Méliadus, et on voit son visage, alors que dans les précédentes éditions, le visuel était vraiment différent, on avait choisi plutôt de dissimuler tous les personnages grands bretons sous leur masque, on ne voyait pas leur visage, ce qui a amené un petit côté mystérieux. Ici on est plus dans la brute, donc on voit vraiment son visage, donc on va peut-être voir sûrement sa bestialité à travers ses yeux d'adorateur du masque du loup. Donc on va continuer, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur.
Alors là, vous avez la carte de l'Europe du tragique millénaire, vous avez déjà le découpage, la Moscovie, l'Ukraine, alors plein de pays qui ne sont pas exploités dans ce livre de règles, mais qui vont peut-être, à travers des suppléments, vous amener à voyager, etc. Parce que Dorian Hawkmoon, dans les romans, il bouge beaucoup et il ne se contente pas de la Camargue et de la France, enfin ce qu'on peut appeler la France, puisque la France est complètement morcelée. Donc ici vous avez à l'intérieur, alors c'est du papier un petit peu glacé, alors peut-être que je suis en train de vérifier sur la vidéo, mais j'ai l'impression que bon, ça brille pas trop, donc ça va à peu près, hein, c'est correct. Donc là vous avez l'univers de jeu, vous voyez ces villes monumentales, hein, toujours cet esprit, alors l'Europe du tragique millénaire, c'est une sorte de médiéval, de féodalité, avec au sein de, comme on va le voir dans le bouquin, des restes d'un grand cataclysme qui s'est produit pendant le tragique millénaire, et qui traîne un petit peu partout, et donc ça s'appelle ça des artefacts, mais bon, en fait c'est des anciens objets technologiques, et que la plupart des gens qui sont assez ignorants considèrent comme des objets magiques. L'introduction, alors bien évidemment dans l'univers d'Hawkmoon, donc des petits extraits de Michael Moorcock, le dieu fou, qui est le tome 1. Voilà. Alors, la première démarche, les auteurs du département des sombres projets ont pris le choix de vous faire incarner des résistants. Dans les précédentes éditions, on pouvait jouer un petit peu ce qu'on voulait, donc on était beaucoup plus libre. Ici, vous incarnez des résistants au sein d'une cellule de résistance. Alors, les auteurs précisent bien que ce n'est pas une obligation, mais vu que la moitié du bouquin est consacrée pratiquement à la résistance, à la formation d'une cellule et tout comme on va le voir, si vous choisissez un autre chemin que celui que proposent les auteurs, ce qui est tout à fait possible, par contre, évidemment, vous perdez une bonne partie de l'intérêt de ce livre, quoi. Enfin bon. Après, chacun fait comme il veut, hein. Le jeu de rôle, on est libre, hein, forcément. Voilà. D'ailleurs, la résistance, forcément, non, pas forcément, mais oui, quand même. Voilà. Le nouveau Moyen-Âge, alors la science, la sorcellerie. Alors la science, la sorcellerie, évidemment, vu qu'on est dans un pays d'ignorance, enfin dans une époque d'ignorance, tout ce qui est objet technologique est considéré comme de la magie, de la sorcellerie, etc. Et en fait, les sorciers dans Hawkmoon, ce sont plutôt des savants, voilà, qui essayent de percer les mystères des objets, des artefacts qu'ils trouvent pour les reconstituer, les réparer, voir les utiliser en production et en faire un grand nombre, à grande échelle, des armes, etc., comme le font les grands bretons. Aussi, on va voir. Donc là vous avez la préparation, le multivers, on vous explique le multivers de Moorcock, hein, on va pas rentrer dans les détails, hein, parce que bon, ça durait la vidéo de 3 heures, mais le multivers c'est un univers, c'est une cosmogonie inventée par Michael Moorcock, qui était très à la mode dans les années 60. En fait, il y a plein d'univers parallèles, et au sein de ces univers parallèles, il y a des personnages qui influent sur une balance cosmique qui permet d'équilibrer, de faire l'équilibre entre la loi et le chaos au sein de chaque univers. Hawkmoon est un héros plutôt loyal, Elric de Melniboné est un héros plutôt chaotique, mais tous agissent pour la même chose, c'est-à-dire la balance cosmique et une fameuse entité représentée parfois par des personnages, parfois par les objets, qui s'appelle le bâton unique. Bon, je m'arrête là parce que sinon ça va durer des heures. Alors, l'histoire des temps intéressant. Alors, les auteurs ont pris comme parti de ne pas remonter trop loin. De toute façon, Moorcock n'a pas écrit grand-chose, hein, sur l'univers d'Hawkmoon. C'est assez vague, il n'y a même pas de chronologie vraiment définie, hein, on n'est pas dans du Tolkien, c'est très vague, c'est du roman de divertissement, donc il n'y a pas une étude approfondie de l'Europe du tragique millénaire. Donc les auteurs ont pris le choix de faire leur chronologie à partir du début des invasions grand-bretonnes, donc de l'an -3, enfin de l'an 0, maintenant on est en l'an 3. Donc ça se résume à pas grand-chose, vous voyez, donc la pacification de la Scandie, c'est là qu'ils ont commencé à agir, c'est avec la Scandinavie. Bizarre, hein, la Norvège, la Scandinavie, bon, c'est évidemment, vous allez voir qu'au sein de cet ouvrage, on voit les clins d'œil qui sont effectués très insistants de Moorcock avec la Seconde Guerre mondiale et le Troisième Reich. Hein, bon. L'Hawkmoon, alors une des visions d'Hawkmoon, voilà, la dernière. Hein, bon, là vous avez une petite chronologie, ouais, paf, hein, on n'est pas, elle est très courte. Ouais. Alors vivre en Europe après le tragique millénaire. Alors ça c'est assez important parce que même si c'est un univers assez simple, assez manichéen,
c'est un univers un peu particulier, puisque vous vous retrouvez dans une époque féodale, mais post-apocalyptique. Donc là, on vous explique un petit peu comment fonctionne encore le commerce, etc., etc., boire et manger, la navigation, les routes. Évidemment, tout ça, depuis les invasions des Grands-Bretons, ça a été un petit peu chamboulé. Donc là, ce que change la conquête bretonne, vous allez voir qu'on va retrouver ça après dans la description des différents pays. C'est bien fait, c'est super bien écrit, c'est clair, il n'y a pas une phrase en trop, vraiment c'est vraiment bien. Incarner une femme en Europe, oui, il faut marcher sur les œufs en ce moment. Voilà, la monnaie, les marchés noirs, le guide de Moscovie. Alors ils ont brodé dessus, mais ils n'ont pas digressé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve tous les éléments des romans, à travers même des citations qu'on trouve un peu partout, mais ils n'ont jamais vraiment trahi, on dira, Moorcock en partant dans des gros délires. Comment faire la guerre, les mercenaires, hein, c'est plutôt des grandes compagnies, hein, et puis vous avez des grosses compagnies de mercenaires qui figurent dans les romans, justement, les Hydres, le Septentrion, les Rémora, les Marteaux de Rohan, tout ça on les retrouve dans les romans que je vous invite à lire, parce que franchement, c'est génial. Voilà, la transmission des savoirs, science, magie, genre secret, les arts divertissement. Ah, on parle un petit peu du bâton runique, voilà. Alors là, c'est un peu flou, mais de toute façon, bon, au début, vous n'avez pas vraiment besoin d'en savoir plus sur le bâton runique. Les cultes, évidemment, vu il n'y a plus vraiment de grands dogmes comme le culte chrétien, etc. Il y a des cultes un petit peu partout, et on cultive on vénère souvent des entités très locales, voire même des personnalités. Alors, qui sont les Grands-Bretons? Alors là, on n'a pas parlé de choses sur les Grands-Bretons. Alors, je dis dans l'article, les joueurs, franchement, ils n'ont pas vraiment de connaître tout dans les détails. Moi, je l'aurais peut-être mis, même dans la version numéro du jeu, j'aurais mis 2-3 lignes, parce que la plupart des gens, au début, ne savent pas grand-chose sur les Grands-Bretons. Alors, comme vous jouez résistant, bon, j'aurais le Pont d'Argent, par exemple, moi, je l'avais fait ça très mythique, quoi, pas grand monde, au sein de l'Europe tragique millénaire, a vu le Pont d'Argent. Bon, après, bon, c'est un choix. Conquérir les étapes de la domination, la diplomatie, l'enseignement. Alors là, vous apprenez pas mal de choses sur les Grands-Bretons, les masques, à quoi consistent les masques, etc. Vous avez le temps de l'oppression, l'occupation. Alors là, vous avez un ornithoptère, une vision d'ornithoptère avec complètement différente des précédentes, beaucoup moins mécanisée. On reconnaît les mécaniques et tout, mais c'est beaucoup plus, disons, naturel, charnel que les précédentes visions. Voilà, après le pillage systématique. Alors les Grands-Bretons, je ne veux pas être vulgaire, mais disons que c'est un peuple absolument abominable, qui est encore pire que les Mini-Bonéens, encore pire que les Draux, encore pire que n'importe quelle troupe d'occupation. On pourrait peut-être comparer ça aux troupes chaotiques de Warhammer. Hein. D'ailleurs, Logan, c'est mort à la vie, hein, vous avez tout compris. Les ordres, alors vous voyez que l'ordre du rat, par exemple, tout ça, c'est un grand connétable, le chef de meute, pardon, il a pas vraiment de masque, quoi. Le règne de la terreur, qu'il collabore, les principaux autres Grands-Bretons, ça m'avait toujours amusé quand je lisais les romans d'essayer de retrouver, mais combien il y a de masques? Là, vous avez une liste non exhaustive des différents ordres. Par exemple, les loups, c'est l'infanterie et la cavalerie d'assaut qui joue un grand rôle dans les romans. Les gorilles, c'est les troupes d'assaut. Les lièvres, secrétaires. Les serpents, c'est les savants, les sorciers. Les vautours, c'est les mercenaires. Les pays occupés. Et là, on commence par là, vous avez une espèce d'encyclopédie hein, de l'Europe du tragique millénaire. Les pays occupés, la Catalogne. Et là, vous avez à chaque fois les personnages principaux, vous avez l'essentiel, quoi. C'est vraiment bien fait, c'est synthétique. Il y a pas mal de choses. Là, vous apprenez comment ils agissent sur le Grand-Breton, s'ils sont occupés ou pas d'ailleurs. La Hollande, les Carpates. Alors il y a énormément de mutations, hein, parce que l'Europe du tragique millénaire, on suppose, on n'en sait rien, que c'est un gigantesque cataclysme nucléaire. Donc là vous voyez qu'il y a des créatures mutantes, mais il y a des mutants beaucoup moins domesticables que ceux-là. Hein. La Moldavie, qui est prusse. Alors vous avez tous des noms qui sont la Normandia, les Orkney. Michael Moorcock s'était amusé à déformer les noms originaux pour créer les noms de ces pays. Les provinces germaniques, d'où vient Dorian Hawkmoon, hein. La Sardinia, la Scandie, la Schweiz, les Alpes, etc. Alors vous voyez des mutations, alors vous avez même des humains qui ont muté. Voilà.
La France, alors la France considérée revenir à l'époque des Capétiens, hein, la France féodale des Capétiens, donc elle est complètement morcelée en plein. Paris existe, Paris est le siège de la France, mais chaque petit comté, quelques petites baronnies, petit duché a sa propre législation. Certaines s'occupent pas la Grande-Bretagne, d'autres non, l'Aquitaine, le Kers, Tolosa, la République Tolosa, vous voyez que la Loire. Alors il y a plein de trucs, hein, ville principale, la conquête Grande-Bretagne, elle n'a pas eu lieu. Vous avez vraiment une mise en forme, et la mise en place du jeu en l'an 3, elle est vraiment bien faite. La manière de jeu, même s'il n'a pas lu les romans, elle ne sera pas perdue. Alors Alsace, la Reine, Paris. Les libres contrées, tous ceux qui n'ont pas été encore occupés par les Grands-Bretons, attaqués par les Grands-Bretons, et qui sont en fait même quelquefois certaines résistent, la Bulgarie, l'Italie, la Crimée, l'Italia, je l'ai plutôt, la Camargue. Alors la Camargue joue un grand rôle dans les romans, pas forcément dans le jeu, hein, mais bon, la Camargue, c'est quand même l'endroit d'où est partie la rébellion, d'où Honoré Hukmoun a eu le déclic pour se réveiller, parce qu'il était, je ne vais pas raconter le livre, hein, lisez-le. Honoré Hukmoun, c'est là que, nous, lecteurs des romans, on commence à agir contre les Grands-Bretons par l'intermédiaire d'Honoré Hukmoun. La Magnarie, la Moscovie, la Péloponia, la Roumanie, la Sicile, la Slavie, la Tchéquie, encore pas de pays qui résistent, hein. Bon, certains sont pas beaucoup plus fréquentables, hein. L'Ukraine, le système de jeu. Alors là, on oublie le basique role-playing et on part au système de jeu favori des départements de son projet, c'est le seed system. Alors je sais pas s'il faut dire seed, side, enfin moi je dis le seed system, ça veut dire choice your dice, voilà, ça fait joli quoi. Choice your dice, c'est un système vachement bien pensé, finalement il est vraiment intuitif, quoi, c'est vraiment bien. Bon, beaucoup de gens au début ont un petit peu de difficulté pour ça appréhender le système parce que il y a une prise de risque un petit peu, hein, donc il y a un système de gestion de prise de risque par le joueur, donc quelquefois c'est pas évident, mais franchement une fois qu'on s'y est fait, c'est vraiment bien. Alors là vous avez toute l'explication du site système. Alors c'est simple, hein, quand vous voulez faire une action qui est disons dont l'issue est incertaine, par exemple, vous lancez des dés. Ça peut être un dé 10 ou un dé 20. Et tout le jeu se règle avec des dés 10 ou des dés 20. Donc, vous ajoutez à ce dé 10, vous ajoutez au résultat de ce dé 10, vous ajoutez l'attribut qui est en lien avec l'action que vous voulez faire. Hein. Vous allez voir qu'il y a plusieurs attributs. On fait un peu plus loin, ça après. Vous avez par exemple la puissance pour frapper un coup, etc. Et la compétence en lien. Et vous faites le total. Si ce total dépasse le seuil de difficulté fixé par le meneur de jeu, l'action est réussie. Bon, ça c'est en gros, ça c'est pour vraiment les actions simples. Là vous avez les seuils de difficulté, déjà, difficulté moyenne, 10, escalader une palissade de 2 mètres de haut. Voilà. Là vous avez à peu près le basique. Mais pourquoi j'ai dit prise de risque? Parce que si par exemple vous calculez que votre personnage, c'est impossible qu'il réussisse avec un dé 20, un dé 10, vous pouvez décider de lancer un dé 20. Voilà, donc c'est sûr, vous pouvez faire 20, donc ça c'est vachement bien. Donc vous lancez un dé 20. Alors vous dites pourquoi je ne laisse pas toujours un dé 20? Parce que si vous faites un nombre impair avec ce jet de dé 20, votre jet de dé 20 compte un 0. Pire, si votre jet de D20 est de 1 ou 11, là, ça annule complètement l'action. C'est un échec critique, enfin un fumble, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, c'est une catastrophe, en gros, quoi. Donc, il y a une prise de risque, donc vous pouvez faire des actions beaucoup plus efficaces, parce qu'en plus, on calcule des marges de réussite en fonction d'une difficulté. Là, je rentre dans les détails, hein, c'est précisé dans la règle, évidemment. En fonction des seuils de difficulté, vous avez des marges de réussite. Si vous faites vraiment une grande réussite, vous avez ce qu'on appelle une réussite héroïque. Là, résultat exceptionnel, en bien, le seuil, voilà, c'est le, voilà. Sur le résultat du test de capacité supérieur ou égal au seuil de difficulté plus 10, le joueur obtient une réussite héroïque. Voilà. C'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. Les autres types d'actions, etc. Alors, vous voyez que le système, il est résumé en quelques pages. Il est très simple, à cela s'ajoute la bonne aventure. La bonne aventure, c'est comme une caractéristique. Quand vous allez créer votre personnage, vous allez mettre des points dans la bonne aventure. La bonne aventure, vous allez pouvoir dépenser ces points pour améliorer certaines choses, certains lancers 2D, etc. À la fin du scénario, ça remonte, hein, vous retrouvez vos points de bonne aventure. Par contre, l'éclat, vous avez un point au début de la partie, et ensuite, vous pouvez le dépenser, c'est beaucoup plus efficace, mais il est définitivement perdu. Évidemment, au fil de la partie, un peu comme les points d'expérience, vous pouvez regarder des points d'éclat,
si votre meneur de jeu est sympathique et qu'il trouve que vous avez bien joué votre rôle. Alors créer son personnage, alors c'est aussi assez simple, choisir un profil, déterminer les valeurs des attributs de la bonne aventure, choisir un historique, développer ses compétences, compléter la feuille de personnage, choisir un statut de résistant. Vous allez voir que même s'il y a 6 étapes, c'est vraiment très vite fait. La première chose à faire, c'est de choisir un profil. Alors, ceux qui sont les initiés au jeu d'Heroic Fantasy, de Medieval Fantasy, ne seront pas surpris, parce que les profils correspondent à peu près à cela, mais il y a des... Comme vous jouez un résistant, vous pouvez aussi être un commerçant, un artisan, etc. Pas besoin d'être toujours un guerrier ou un aventurier, donc il y a un petit choix. Je ne sais plus combien il y en a, il y en a 14-15, je ne sais plus surtout. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre profil, qui va vous attribuer des compétences, enfin des points à répartir dans vos compétences, voilà. Et les attributs privilégiés, c'est assez important, il va vous dire, alors là où il va falloir que vous mettiez beaucoup de points, c'est dans ces deux attributs-là. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est conseillé. Les attributs et la bonne aventure. Là, vous allez répartir, alors c'est de la répartition, il n'y a pas de hasard, vous allez répartir 30 points, vous allez répartir librement au sein de votre feuille de vos personnages à travers les six caractéristiques que sont attributs et bonne aventure. Et vous allez passer ensuite, alors voilà, si vous mettez 1, c'est désastreux. Hein. Bon. Alors vous avez des minima et des maxima, évidemment, vous ne pouvez pas mettre, je crois que le maxima c'est 7, hein. Enfin bon, là il faut que je le relise, mais je crois que c'est entre 2 et 7, minimum 2, maximum 7, voilà. Après vous allez calculer votre vitesse, bon ça c'est votre seuil aussi, vous allez voir qu'il faudra calculer votre seuil de vigueur, ça c'est différent parce qu'il n'y a pas de point de vie hein, dans le jeu. Développer les compétences, pareil, vous avez un budget. Alors, ça fait penser un petit peu à Chaosium, hein, c'est vrai. Hein. Vous avez un budget que vous allez répartir vos points au sein des compétences que vous le souhaitez. Vous pourrez aussi mettre ça dans les compétences que vous avez déjà mis des points à travers votre profil. Voilà. Vous allez compléter la feuille de personnage avec le... Alors là, vous allez faire des précalculs qui peuvent bouger, comme le seuil de défense peut bouger en fonction de l'armure que vous portez. Mais pour accélérer le jeu, vous pouvez les calculer à l'avance. Voilà. Le seuil de vigueur, qui est égal à la puissance et la trempe. Voilà. Le statut de résistant. Alors vous avez... Ah, alors là par contre, ça devient un petit peu collégial. Vous êtes quoi comme résistant? Vous êtes résistant qui, dans la rue, etc., vous faites vos petites affaires. Vous êtes un clandestin, c'est-à-dire que vous êtes recherché par l'Empire, ou vous êtes un insurgé, c'est-à-dire que carrément, vous agissez ouvertement à travers une rébellion, en gros. Voilà. Parce que là, vous allez créer la cellule. Et la cellule, voilà, c'est pour ça que je disais que l'intérêt quand même est de jouer des résistants dans ce jeu. Parce que sinon, vous perdez quand même pas mal de l'intérêt de ce livre. Hein, autant jouer aux précédentes éditions. Donc, dans la cellule, vous allez créer... Alors là, c'est vachement bien fait. Vous allez créer une cellule avec un système de répartition de points. Chaque joueur va pouvoir amener des points, comme les points de résistance, etc. Vous avez ici, tout est fait par étapes. La cellule, au fur et à mesure des parties va pouvoir évoluer, elle va gagner en XP au fur et à mesure que les joueurs vont lui céder des XP, elle va s'agrandir, et plus elle va s'agrandir, plus elle va gagner de la notoriété. Ce qui est bien, parce que vous pourrez attirer les sympathies des autres résistants, mais qui n'est pas bien non plus, parce que ça va attirer, ça va générer ce qu'on appelle des points d'empire, qui vont permettre aux meneurs de jeu de vous compliquer un peu plus la vie. Voilà. Les points de résistance, c'est un petit peu comme les points de bonne aventure. C'est la cellule génère des points de résistance en fonction du nombre de joueurs, et puis après ça bouge un petit peu, et ça fait que c'est une espèce de jeton que si vous pouvez l'utiliser pour faire comme des points de bonne aventure, mais si vous utilisez un point de résistance, il devient automatiquement un point d'empire. Le point d'empire, le meneur de jeu va pouvoir l'utiliser à travers la partie, mais il va pouvoir aussi les garder ensuite pour ce qu'on appelle vous compliquer la vie à la fin du scénario en mettant plus de pression sur votre cellule. En gros, c'est ça. Là, vous avez le temps de groupe, donc c'est un peu comme les talents d'un personnage, sauf que oui, on va choisir, j'ai oublié de vous le dire, dans la création de personnage, vous allez choisir 2 talents. Ces talents, vous allez pouvoir utiliser en jeu et ça va vous permettre, ça va vous gonfler des trucs. Alors certains talents sont permanents. D'autres talents ne peuvent être utilisés qu'une fois par partie, etc. C'est spécifié, on va y arriver. Ça, c'est les talents de groupe. Le développement de la cellule, on en parlait un petit peu. Voilà, c'est augmenter sa réserve de points de résistance. Je vous en ai parlé aussi. Les points d'empire. Les historiques, quand vous créez un personnage, vous allez choisir des historiques. Alors, en principe, vous n'en choisissez qu'un. Vous allez pouvoir en choisir 2, mais si vous en choisissez un deuxième, vous allez moins avoir de points de compétences à répartir dans les compétences. C'est-à-dire que si vous ne rappelez pas de 14, vous en avez 2. Là, vous choisissez un historique dans la liste, il y en a plein, et qui vous donne une petite
un petit bonus dans vos personnages. Ex-collabo, par exemple, immunité, vous n'avez jamais été malade, peut-être ce refus une mutation, tout acquis que vous êtes immunisé contre la plupart des maladies infectieuses de l'Europe du tragique millénaire. Il y a plein de maladies, hein. C'est vachement bien ça, parce que il y a plein de maladies. Voilà, vous avez, il y a un peu de tout, hein. Ça va, voilà. C'est un peu de tout. Les profils, alors, on en parlait, vous avez la liste des profils que vous allez choisir. Ici, vous avez, alors, j'avais dit 14, 15, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, il y en a 14. Voilà. Et là, vous avez les exemples, parce que artisan, ça peut être boulanger, carisseur, non, voilà. Les attributs privilégiés et les compétences exercées, c'est-à-dire que c'est les points que vous allez pouvoir répartir au sein de ces compétences de par votre profil. C'est précisant d'étial en sachant qu'un profil a 3 niveaux. Donc à chaque fois vous allez avoir des points d'XP, vous allez pouvoir améliorer des choses et quand vous avez les prérequis, vous allez pouvoir grimper d'un niveau. Par exemple, pour passer si vous êtes artisan, pour passer au niveau aguerri, parce qu'on démarre au niveau initié, il faut que vous ayez possédé savoir en artisanat au niveau 6 et 4 talents d'initié. Voilà par exemple. Voilà. Là vous avez tout avec un petit dessin chaque fois. Le brigand, le combattant, le commerçant, l'éclaireur, l'éclaireuse, l'érudit, forestier, forestière, lige, marin, mystique, paysan et le sorcier. Alors le sorcier c'est un petit peu particulier parce qu'il y a on en parlera quand je vais vous parler de la sorcellerie tout à l'heure. Plus loin. Le vaurien, la vaurienne. Les talents, alors là vous avez la liste des talents. Alors certains talents, quand vous choisissez les talents, il faut vraiment que vous choisissiez par rapport à votre profil ce que vous voulez faire. Par exemple, dans la sorcellerie, il est intéressant de prendre des talents qui sont en lien avec la sorcellerie, ça va vous donner des bonus. Hein, lorsque vous allez faire vos tests de capacité. Voilà. Et là vous avez une longue liste de talents. Comme si vous en avez un paquet. Hein. Alors, le système est simple de création de personnages, mais il faut prendre son temps d'un peu étudier tout ce qu'on veut faire au sein de votre partie et qu'est-ce que vous voulez construire comme héros, parce qu'il y a pas mal de choix et il ne faut pas se tromper parce qu'une fois que vous avez plein de talents, bah, vous avez ce talent, par exemple sorcellerie de l'âme, par exemple, on en parlait. Il n'y en a pas beaucoup, vous en avez 1 ou 2 au début, vous allez pouvoir en gagner des supplémentaires après en dépensant des points d'XP. Les compétences, la liste des compétences, qui sont repris sur la fiche de personnage, sauf les savoirs, il va falloir le marquer parce que savoir ça peut être n'importe quoi. Donc les différents savoirs sont là, art, artisanat, etc. Donc il faut préciser sur la fiche de personnage. Vous avez sorcellerie par exemple, ça c'est important si vous voulez jouer un sorcier. Soins, survie. Les scènes d'action et le combat, alors c'est comme, le principe est le même que pour une action normale, c'est-à-dire que vous allez calculer votre capacité offensive, ce qui est en fonction de donc votre attribut, votre compétence et des éventuels bonus d'armes, etc. Le défenseur, enfin celui qui est attaqué, va calculer son seuil défensif, qui est équivalent, hein, on calcule de la même manière. La seule différence c'est quand vous êtes meneur de jeu, vous ne cassez pas la tête, enfin moi je ne me casse pas la tête, je prends l'attribut et je fais comme si j'avais fait 6, comme si j'avais 6 quoi, donc comme si je faisais 6-6, donc en fait mon seuil défensif, je ne fais pas de G2D, de D10, mon seuil défensif est toujours identique, voilà. Ça simplifie, ça accélère les combats. Après vous pouvez faire la version complète, voilà. Donc vous déterminez l'initiative, voilà, en laissant un D10 plus la capacité adresse, je crois que c'est ça l'initiative, hein, ouais. Voilà, donc voilà. Chaque participant en son D10 ajoute son niveau en adresse, donc on agit par initiative, on peut faire 2 actions, une action simple et une action complexe. L'action simple c'est dégainer son arme, etc. L'action complexe c'est attaquer, tirer à l'arc, tirer avec un lance-feu, enfin ce que vous voulez. Voilà, et vous pouvez être surpris, et là vous avez tout déterminé, vous avez tout, c'est bien fait, il n'y a qu'à suivre, c'est vachement didactique, c'est vraiment bien foutu. Les modificateurs, ce que vous disiez, il peut y avoir des modificateurs, il peut y avoir des difficultés de tir en fonction des distances, en fonction des couverts. On est dans le classique, ça ne change pas grand chose. Voilà. Les règles combat avancé, enfin les règles combat avancé, c'est les prises en considération des différentes circonstances. Donc contenir l'adversaire, assommer, charger, combat, coup de maître, désarmer.
On ne peut pas vraiment appeler ça d'avancé parce que c'est des règles qui sont à un moment donné, vous allez être obligé de les utiliser en fonction des circonstances. Étrangler, soutenir, à un moment donné, votre joueur il va forcément vous dire ah, moi je voudrais quand même essayer d'étrangler. Voilà. Donc là vous êtes obligé de passer aux règles avancées. Les soins, danger, voilà, subir une blessure. Alors il n'y a pas vraiment de blessure dans le système, il y a des niveaux de combativité. On va en parler. Alors, quand votre niveau de combativité descend, quand il a subi 6 niveaux, dégradé de 6 niveaux, vous êtes vaincu. Alors, vous êtes vaincu, vous êtes à la merci de l'adversaire. On peut récupérer de la combativité si vous n'avez pas trop perdu, de manière naturelle. Si le personnage est très affaibli, il va falloir faire des tests. Voilà, puissance plus 30, pardon, pour essayer de grimper. Et vous avez aussi les soins, les potions, etc. qui peuvent faire grimper. C'est très très simple en fait, hein. C'est vraiment bien foutu. C'est-à-dire qu'avant, dans Moonblade, c'était pas tout à fait pareil. Il n'y avait pas ces systèmes de niveau de combativité, donc les combats étaient un peu plus durs à gérer. Là, vous avez encore vous avez toujours des dégâts effectués par les armes, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, puisque quand on touche, alors là vous avez tous les trucs qui font bobo, hein, poison de vipère, radiation, alcool, atteinte psychique, coloration. Alors pour revenir au combat, quand vous faites un combat, avant de passer à la sorcellerie, quand vous faites un combat, si vous faites des dégâts, en fait vous avez baissé en niveau de combativité à partir du moment où vous touchez. Mais en fonction du seuil de réussite de votre attaque, vous pouvez faire baisser plusieurs niveaux de combativité. Malgré tout, vous lancez un D10 plus le bonus de l'arme. Si ce bonus de l'arme par rapport au seuil de vigueur de l'adversaire est important, vous pouvez aussi ajouter des seuils de combativité, en sachant que les bonus de l'arme sont toujours assez faibles. Une épée courte n'a pas de bonus, c'est juste un D10. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Vous allez voir qu'on va récapituler tout ça avec l'équipement. La sorcellerie, alors là vous avez un descriptif de la sorcellerie sur une vingtaine de pages, 30 pages, je sais plus. Et parce qu'en fait, il faut rentrer aussi, vous allez voir qu'il y a aussi tous les objets technologiques. Les auteurs, par mesure de pratique, ont dispersé, alors ce n'est pas précisé du tout dans les romans, vous voyez qu'ils ont divisé la sorcellerie en 5 branches. Ça fait qu'en fonction des talents que vous avez pris, vous allez plus douer dans une branche que dans une autre. Mais un sorcier peut exercer dans n'importe quelle quand même branche, hein. Mais il aura des facilités dans certaines branches en fonction du talent qu'il a choisi. Là, vous avez le système de création d'un artefact, parce que vous pouvez créer des artefacts. Enfin, en général, on en crée parce que c'est dur à trouver. Et donc là, vous avez la phase théorique, la durée moyenne de réalisation, comment ça fonctionne, etc. C'est un peu comme, ça m'a fait penser dans Chaosium, quand vous essayez de déchiffrer un livre, par exemple, temps de lecture, etc. Là, c'est un petit peu pareil. Et ensuite, après, vous avez un jet de dés en fonction de la complexité de l'ouvrage. Voilà. Pardon, je suis toujours à causer. En fonction de la capacité de l'artefact que vous voulez fabriquer, vous avez un seuil de difficulté qui est déterminé par la complexité de l'objet, et vous lancez le dé. Alors là, vous avez vous faites vos tests de capacité, et là, vous avez ici toutes les modificateurs, tout ça. Alors ça pourrait paraître assez compliqué, mais c'est vraiment simple, quoi. Voilà. Donc le test de capacité, c'est toujours la clairvoyance, plus le savoir c'est sorcellerie, évidemment, plus les éventuels bonus et talents que vous avez acquis au fur et à mesure de vos aventures ou lors de la création de personnages. Le compagnon technologique, ça c'est tous les objets. Alors là, vous avez la seuil de difficulté, enfin, qui correspond à la complexité, si vous voulez le fabriquer. Et vous avez aussi plein de précisions, si vous pouvez, par exemple, vous le trouvez, vous voulez l'utiliser. Ce qui revient au même au niveau de la complexité. Donc le cube feu, la manche de sorcellerie, l'alchimie, vous avez tout. Et vous avez les objets qu'on retrouve tout, la plupart de ces objets, vous les retrouvez dans les romans. Comme la lance-feu, le point-feu, le bâton foudre. Voilà. C'est un petit côté steampunk en même temps, lance-feu, point de feu, vous voyez, le nitro-tonnerre, le conchon d'assaut, seuil de difficulté, les ailes prométhéennes, le canon-feu, là on passe dans le gros, difficulté 25, 30, le canon glaçant, le dirigeable, le guerrier de fer, le mutant, l'ornithoptère grand-beton. Alors vous voyez, ils ressemblent plus à des oiseaux que les autres, les charognards des vautours, les griffons, les bellules, développer son personnage, les points d'XP. Alors vous allez gagner des points d'XP au fur et à mesure de l'aventure, et vous allez pouvoir acheter d'utiliser les points d'expérience, voilà, niveau actuel, pour augmenter vos attributs, etc. Et une fois que vous avez
augmenter par exemple certains récompenses sur attribut à un niveau suffisant pour avoir les prérequis pour le niveau supérieur de votre profil, ben vous passez. Boire, manger, s'équiper, là vous voyez que vous avez un générateur de repas, logement, éclairage, et vous voyez que l'habillement, on va arriver aux armes par exemple, matériel divers, service, herbe, drogue, gemmes et bijoux, armement, vous voyez que la plupart, vous avez certains qui vous octroient des bonus offensifs, voilà, et certains qui vous octroient des bonus de dégâts. Mais vous voyez que c'est assez rare, donc la plupart du temps vous lancez un des 10. Par exemple, si vous tapez avec un fléau d'armes, pour calculer les dégâts, vous lancez un des 10 plus 2. Voilà. Alors, le comptard de tir, c'est très classique. Les armures et boucliers qui augmentent la valeur de protection, hein, compte de votre seuil de défense. Hein. Un soldat de l'ordre de la menthe, l'armure est classe quand même. Pour le meneur de jeu, le guide meneur de jeu, alors au-delà des simples conseils qu'on retrouve dans tous les jeux de rôle, vous avez aussi, bon, comment ils expliquent un petit peu mettre en scène le Ténébreux Empire, parce que pour ceux qui n'ont pas lu les romans, sinon vous avez lu les romans, ça va pas vous chambouler plus que ça. Mettre en scène la résistance, donner le personnage, construire ça, bon, les habituels conseils, mais il y a aussi la force de l'Empire, ça c'est plus intéressant. C'est plus original, je veux dire, parce que le reste aussi est intéressant. Donc vous avez ce qu'on appelle les points d'empire. Alors l'utilisation des points d'empire pour mettre des bâtons dans les roues des résistants et augmenter la jauge d'occupation. Vous dépensez des points d'empire pour augmenter la jauge d'occupation. Vous voyez qu'après, ça va avoir des effets sur les membres de la cellule, pour les tests de discrétion, etc. Vous pouvez l'affaiblir, etc. Vous pouvez lui faire sauter des alliés. Vous pouvez amener à vous des contacts. Bon bref, vous pouvez vraiment leur compliquer la vie au fur et à mesure que l'occupation augmente. Vous avez une table d'événements aussi, vous pouvez lancer des événements. Alors vous pouvez choisir l'événement, mais si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez lancer un des 20 et choisir un événement et utiliser l'événement. Ici on commence, alors c'est pas encore le bestiaire, mais c'est les différents PNJ, Grand Breton, Capitaine Loup. Alors au Masque du Loup, vous avez le Masque du Loup et le Capitaine Loup, mais les autres ordres, vous n'avez que les basiques, quoi. Le Masque de la Mouche, le Masque du Rat, le chef de... Ah non, vous avez le chef de Meutera, Masque du Renard, Mercenaire du Vautour. Ah, alors ça, je me rappelle vraiment quand je lisais les romans, l'ordre du Vautour, c'est horrible, c'est des mercenaires. Milicien, alors le milicien c'est les collabos. Hein. Le bestiaire du tragique millénaire, bon il en manque hein, évidemment, mais je pense que je vais faire découvrir le bouquin Résistance un peu plus tard, qui est un supplément et qui ajoute pas mal de choses à tout ça. Le bestiaire du tragique millénaire, alors vous avez les fameux baragouins de Camargue, la bête mécanique, les chevaux cornus, les dépeceurs, vous avez un bâton, un dragon, serviteur du bâton unique, ça vous n'allez pas les rencontrer de suite, hein. Enfin j'espère pour vous. Géant des montagnes, grignotes, homme des cimes, les matériels, alors vous avez plein de peuple des orbes, ceux qui ont la machine mécanique, le camine, les Kyarnides, les loups, les maniacarnes, les mammouths. Alors ça, on les retrouve dans les romans. Hein. Les manches gris, monstres des marins d'août, les tarasques, les ours bleus, les rats, les requins du vaste océan, les chameaux canuts. Alors vous voyez qu'il y a quand même, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même pas mal. Et il n'est pas très difficile en fait de refaire un parallèle par rapport à des monstres. Par exemple, vous avez le loup, donc vous voyez à peu près, si vous voulez créer un lynx, bah, vous arrivez à vous arranger. Donc il n'y a pas énorme, le bestiaire n'est pas gigantesque, mais vous arrivez quand même à s'arranger avec. Une nuit à l'auberge, ça c'est le scénario d'introduction, donc je vais passer assez vite. Voilà. Et en fait, c'est un petit scénario d'introduction, c'est vraiment pas très long, mais ça va permettre aux joueurs de créer leurs cellules. Voilà, de pouvoir créer leurs cellules et aussi de pouvoir avoir un premier contact avec Grand Breton et d'avoir, mine de rien, il est court, mais il va quand même peut-être vous mettre les joueurs dans certaines inconfort au niveau moral, etc. Il va falloir qu'ils fassent des choix. Là, vous avez la fiche de personnage, ouais, voilà, je la mets bien au centre. Bon. Ici, vous voyez que savoir, il faut le marquer, quoi. Donc, vous voyez que vous avez ici les combativités, vous avez le seuil de vigueur. Et bon, combatif, éprouvé, voilà, enfin vaincu, hein, de tout ce que je vous disais. Et à la fin, si au début vous avez la carte de l'Europe, ici vous avez la carte de la France, voilà, avec la fameuse Camargue et la fameuse Normandia.
Voilà pour ce qu'il en est de cette première présentation de Hawkmoon par le département des sombres projets. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Gameplay TV. Merci, au revoir.